Mentir est un péché et c'est dangereux. On peut être pris en flagrant délit. Tant mieux ou tant pis, mais cela ne concerne pas Paris. Si vous n'avez jamais été à Paris, mais que vous voulez faire croire que vous y êtes allé, je suis sûre que personne ne vous soupçonnera de mentir. N'est-ce pas? N'oseriez-vous pas décrire joliment la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, les peintres de Montmartre, les touristes japonais au Louvre devant Mona Lisa, les touristes russes à Pigalle? N'oseriez-vous pas parler des Parisiens qui dégustent du café dans des tasses minuscules, dans des milliers de bistrots confortables? Ne sauriez-vous pas énumérer le couturier mondialement connu, dont les enseignes contemplent les Parisiens dans l'élégante avenue Montaigne? Je suis sûre que vous avez vu déjà ces images sur des couvertures de revues ou dans les films avec Alain Delon ou Catherine Deneuve. Je suis sûre que vous sauriez aussi bien vous débrouiller en histoire. Tout le monde connaît les impressionnistes, Modigliani, Sarah Bernard, Édith Piaf, les Trois Mousquetaires, et des centaines d'autres gens célèbres dans tous les domaines venus de tous les pays du monde. N'est-ce pas ici que Turgenev aima Pauline Viardot et que Diaghilev monta des spectacles inoubliables avec cet insensé de Nijinsky? Et pour ça, encore une fois, il n'est pas du tout nécessaire de visiter Paris. C'est Paris qui vous a visité depuis longtemps. Il est tellement connu que pour l'ignorer, il faudra aller sur une autre planète. Et pourtant, si un jour vous avez l'occasion d'aller à Paris, n'hésitez pas. Vous pourrez forcément découvrir l'avenue principale. Que ce soit une seule ville, je ne suis pas d'accord. Mais que la Seine soit l'avenue principale, peut-être. Du temps de Napoléon et bien avant lui, c'était vrai. Voici une gravure du XVIIe siècle. Regardez le nombre étonnant de barques et de péniches sur la Seine. Elles sont toutes chargées de marchandises, surtout de bois, qu'on faisait venir sans cesse à Paris pour chauffer les maisons, pour entretenir le feu dans les boulangeries, les tanneries, les fonderies. Vous vous rendez compte de la quantité de bûches qu'il fallait pour chauffer le Louvre? Bien sûr, en ce temps-là, les rivières étaient les principales artères de transport. C'est pour cela que les grandes villes étaient construites au bord des rivières. Et vous voyez ces barques ouvertes qui ressemblent à des jonques chinoises? On faisait venir à Paris par la Seine des étoffes de lion, des épices orientales qui transitaient par Nantes et Rouen. Il fallait les protéger de la pluie. Regardez bien des tonneaux partout, sur les barques, sur les berges. C'est du vin, venu de quatre coins du monde. Le plus raffiné, le plus cher, pour la table du roi et des aristocrates, et aussi la piquette, destinée au commun des mortels. Et aussi de la bière venue d'Angleterre. Les tonneaux arrivaient chaque jour. La marchandise était parfaitement distribuée, comme aujourd'hui d'ailleurs. Il est clair qu'avec une telle activité, les berges de la Seine ne pouvaient être désertes ni poétiques. Elles ressemblaient plutôt à des petits ports et des marchés bruyants. Les ponts étaient couverts de maisons. Sous ce pont, regardez, une maison sur une barque. C'est un moulin flottant. Et voilà encore des moulins. Il fallait fournir chaque jour du pain frais aux Parisiens. Dieu merci, cette tradition est toujours vivace. Le monde entier envie aux Parisiens leurs baguettes, croissants et autres brioches. Il y avait aussi les lavandières. Sans elles, on ne peut pas non plus imaginer les berges de la Seine de jadis. Ni la littérature française d'ailleurs, pleine de tendresse pour ces jeunes filles au dur labeur. Voyez-vous ces longues péniches couvertes? C'était de l'avoir flottant.
Aujourd'hui, sur la Seine, il n'y a plus de lavandière. Malheureusement, il y a encore quelques années, la Seine était dans un tel état que personne n'aurait eu l'idée d'y laver son linge. Au cours des années 90, beaucoup d'usines habituées à se débarrasser de leurs déchets dans la Seine ont disparu et la Seine est devenue plus propre. On peut même y pêcher. Pour les pêcheurs parisiens, cette activité est plutôt un sport. D'habitude, ils rendent leur prise à la rivière. On peut aussi prendre très confortablement un bain de soleil sur les bords de la Seine. On raconte que Jacques Chirac, quand il était maire de Paris, avait promis qu'un jour, il s'y baignerait. D'après la légende, son médecin se serait exclamé « Je vous attendrai avec une serviette et des antibiotiques ». De nos jours, la Seine est beaucoup plus paresseuse qu'autrefois. Il n'est pas facile de concurrencer les TGV, les avions et les autoroutes. On inventera autre chose peut-être. La Seine, elle, s'est faite elle-même. Elle est unique et inimitable. Et pourtant, elle continue à travailler. Merci à elle d'éviter à Paris l'arrivée de 120 000 camions par an. Tant mieux pour les poumons des Parisiens. D'après le maire de Paris, le trafic fluvial va encore augmenter. La pollution va progressivement diminuer. Les piétons pourront profiter davantage des berges qui vont être aménagées et l'air sera plus propre. Il y a des autocars dans Paris qui sont nécessaires, qui posent quelques problèmes de circulation et de pollution. L'utilisation de la Seine dans de meilleures conditions permettra de lutter contre ces difficultés, car les touristes qui viennent à Paris en dehors de Montmartre, le Panthéon et Montparnasse, peuvent découvrir tous les lieux magiques auxquels ils s'intéressent le long de la Seine. Et la Seine doit être protégée au même titre que le reste, parce que c'est un élément de la qualité de vie, et notamment nous mettons beaucoup d'argent, ce qui est nécessaire et bien fait, pour lutter contre la pollution. Donc la Seine maintenant est plus propre, il y a des poissons en nombre plus important, et il y a maintenant au moins 23 qualités, espèces différentes de poissons. Est-ce qu'on pourra bientôt se baigner dans la Seine? Je le souhaite, il est encore peut-être trop tôt. La Seine, depuis toujours, est le lieu de prédilection de ceux qui tiennent les rênes du pouvoir. Le Louvre, Palais des Rois, est aujourd'hui l'un des plus riches musées du monde. L'hôtel de ville, où on m'a fait admirer les armes de Paris. Encore un bateau sur la Seine, bien sûr. Et sa devise en latin, fluctuat nec mergitur. L'Assemblée nationale. L'Académie française, où siègent les immortels, l'élite intellectuelle du pays. Et le puissant ministère des Finances, construit par Paul Chemetov, architecte français d'origine russe. Il y a aussi l'un des symboles les plus forts du pouvoir, de n'importe quel pouvoir, la prison qu'on appelait la conciergerie. Mais c'est du passé. Aujourd'hui, n'importe qui, à condition d'avoir beaucoup d'argent, peut louer des salles pour organiser une réception ou un banquet. Et comme pour faire contrepoids à la prison, au milieu du fleuve s'élève la Statue de la Liberté, ou plus exactement sa copie. L'original avait été offert aux Américains par les Français. Et les Américains, à leur tour, ont offert à Paris une copie pour le centenaire de la Révolution. Vous avez deviné où je suis maintenant? Aux Champs-Élysées, l'avenue la plus célèbre du monde. Des centaines de magasins, des cinémas, des restaurants, des cafés. Comme le dit la chanson, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Mais parfois, on veut se reposer de tout ça, on veut changer d'air. Je t'écris des mots purs, j'ai gommé les ratures, et là sur le papier, j'ai effacé tes fautes. C'est vrai qu'ici c'est calme. Ici on a envie de se promener tout seul, ou encore mieux à deux. Et voici encore une tradition parisienne. Les amoureux s'embrassent pour la première fois sur les bords de la Seine. Quoi de mieux que les quais pour un rendez-vous? Ici vous êtes protégé de l'agitation de la ville et vous pouvez songer aux choses éternelles, c'est-à-dire en bon français à l'amour.
Ensuite, les amoureux d'hier reviennent ici avec leur bambin, comme s'ils voulaient se rappeler comment tout avait commencé. Cet homme probablement n'a pas d'enfant, ou alors ils sont déjà grands, et il a amené son chien adoré pour une petite promenade au bord de l'eau. Ah non, tiens, je me suis trompée, les chiens avaient simplement rendez-vous ici. Que voulez-vous, ici même les chiens sont de vrais Parisiens. Qu'aucune éclaboussure de tes yeux jaillira lorsque tu me liras au fur. Ah, les fameux bouquinistes. Au fait, pourquoi est-ce justement ce commerce-là qui a choisi les quais, et pas les couturiers ni les parfumeurs qui font la gloire de Paris? C'est que les vieux livres, les gravures, les bibelots rappellent le passé et l'éternité. Ici, pas de mots d'éphémère comme avenue Montaigne. Ici, le temps coule sans se presser, comme le fleuve. Et le fleuve, c'est le temps qui passe. Avec deux fois rien, tu peux Rien ne se rapproche plus de l'éternité que l'art. Peut-être même un chef-d'œuvre est en train de naître en ce moment sur le chevalet d'un peintre encore inconnu. Vous en doutez? Vous avez tort. Rappelez-vous combien de tableaux géniaux ont été consacrés à la Seine. Tous les tableaux d'Éric Levavasseur sont consacrés à la Seine. Montrer un univers passionnel sur l'eau, grâce à ces toiles que vous pouvez découvrir ici, où le dessin qui relie l'eau m'amène à créer ces toiles que je souhaite vous faire partager. Donc la passion de l'eau, de reflets dans l'eau, avec ces paysages que j'aime profondément pour la couleur, la texture, comme vous pouvez le voir dans différentes villes, Venise, ici Moret-sur-Loing ou bien Paris. Voilà donc toujours ce lien de passion entre le fleuve, l'eau et puis la nature, la découverte de la lumière. D'ailleurs, la peinture, c'est son violon d'Ingres, et son métier est en rapport encore plus étroit avec la Seine. Il y a bien longtemps, il a reçu en héritage 14 bateaux de promenade. Il possède aussi un bateau-restaurant qu'il a conçu lui-même et où la cuisine est délicieuse. Ça fait plaisir d'entendre un chanteur russe. Son répertoire est plutôt du genre folklore nostalgique. Mais bientôt peut-être notre chanteur aura de nombreux concurrents. Savez-vous pourquoi? Monsieur Le Garret, président du port autonome de Paris, m'a expliqué qu'un grand projet est en préparation, relier la Seine à la Moscova. J'ai découvert que la mairie de Paris aimait beaucoup la Russie. Même les adjoints au maire se mettent à parler russe. Tiens, un bateau d'une autre compagnie. Des compagnies de bateaux touristiques, il y en a au moins 10 à Paris. Il y a de la demande. Rien d'étonnant. Paris est le plus grand port touristique du monde. La plus importante des sociétés de bateaux touristiques est celle des bateaux mouches. Regardez ce monsieur impressionnant qui vend des billets pour la promenade en bateau. C'est le propriétaire de la compagnie des bateaux mouches. Vous conviendrez qu'il n'est pas fréquent de voir un millionnaire travailler comme un modeste caissier. On m'a dit qu'il le fait régulièrement et parfois même distribue des billets gratis. Ce n'est pas une grosse perte pour la compagnie. La Seine est une bonne affaire. Je vais vous confier ce que j'ai découvert. Un véritable petit village flottant tout près du pont Alexandre.
Cette dame, Sylvaine, est venue récemment de Corse et a loué un bateau. C'est son mari qui m'a amené ici et, vous voyez, il est reparti tout de suite dans sa voiture. Vous avez une véritable cuisine avec le confort que vous pouvez avoir sur la terre. Vous l'avez à bord, vous avez une machine à laver la vaisselle, vous avez un réfrigérateur. J'ai un congélateur qui n'est pas ici parce qu'évidemment il y a un manque de place, il faut être un peu inventif. Donc le congélateur n'est pas là, mais vous avez tout, un four, un micro-ondes, un évier, une cuisinière, il y a tout. Vous vivez exactement comme dans un appartement. Dans un bateau, on dort très bien. Cette autre maison flottante peut rivaliser avec les plus beaux appartements parisiens ou avec les yachts chics de la Méditerranée. Le propriétaire Jacques Rogerie, un architecte célèbre qui construit des maisons sous-marines, a installé un aquarium sur le plancher de sa salle à manger. Et dans les murs aussi. Les poissons font partie de la famille. Je vous présente Olivier de Cournois. Il n'est pas seulement amoureux de la Seine, il ne peut pas tout simplement vivre loin d'elle. Cet aristocrate d'une vieille famille est un vrai artiste, peintre, sculpteur et poète. Bonjour, bienvenue à bord. Olivier vit sur un bateau, qui est son château et son appartement au centre de Paris. On raconte qu'un jour, il y a longtemps, il vivait comme tout le monde dans un banal immeuble parisien. Mais un jour, il fut invité à une soirée sur un bateau, et selon la légende, il n'est jamais plus rentré chez lui. Le bateau d'Olivier n'est pas très grand, mais bien lui, avec un emplacement officiel. Il n'y a que 2 petites chambres et une cuisine minuscule, mais ça lui suffit. Parfois, il organise des petites soirées. J'ai eu la chance de rencontrer chez lui l'un des meilleurs spécialistes de la Seine, Marc Gaillard. À Paris, on aime bien les gens peu ordinaires, énigmatiques. Ceux qui sont à la fois ici et dans la lune, comme on dit, ou sur la rivière. C'est peut-être pour ça qu'Olivier a beaucoup de succès auprès des femmes. C'est l'artère fémorale, c'est le cœur de Paris, c'est la rivière sans laquelle Paris n'existerait pas. S'il n'y avait pas eu la Seine, il n'y aurait point de Paris. C'est ça l'extraordinaire. Paris est vraiment... la Seine est un fleuve extraordinaire. Il y a dans l'âme de Paris une force hallucinante. Il y a dans l'âme de Paris une force hallucinante qui fait la vibration à travers le monde et qui donne au monde entier une manière d'être qui est tellement agréable à vivre. Plusieurs fois par an, Olivier, j'allais dire, fait ses valises. Non, il part tout simplement en voyage sans faire ses bagages. Parce que justement, ici, avant de partir, pas besoin de faire son sac. On part simplement en croisière, sur l'eau, avec toutes ses affaires. Parfois, Olivier reste absent pendant longtemps. Ses voisins, ses amis commencent à s'inquiéter. Où est passé Olivier ? Mais un beau jour, ils entendent soudain le grincement de la vieille mobilette sur le quai et voient un jeune homme au visage d'adulte faire des acrobaties. Olivier est rentré. J'ai acheté la revue Fluviale et j'ai trouvé un tas de numéros de téléphone de gens qui louent des péniches d'habitation, des yachts ou des petits bateaux. Entre parenthèses, les prix sont comparables à ceux des appartements. Figurez-vous que plus rien n'est disponible. Et pourtant, la vie sur l'eau n'est pas aussi tranquille qu'il en a l'air. Au moins une fois par an, la Seine se fâche. Et voyez ce brave zouave de pierre. Il sert à mesurer le niveau du fleuve. Et maintenant, regardez ce même zouave en janvier de l'an 2000. Le pauvre, ne va-t-il pas s'enrhumer? À ce niveau-là, on frôle la catastrophe. Une crue pareille n'arrive pas souvent en un siècle. Déjà, il n'est plus question de se promener sur les quais, ils sont inondés. Pas une seule vedette touristique,
les ponts se sont enfoncés dans l'eau. Et même pas de bateaux du tout, sauf ceux de la police fluviale. Ah, je ne crois pas vous avoir parlé d'eux, justement. Mais regardez-les plutôt. Tiens, il y a une voiture en train de se noyer. Mais attendez, c'est celle du mari de Sylvaine. Et c'est dans cette voiture que je suis venue chez Sylvaine l'autre jour. Justement, la police fluviale s'apprête à lui porter secours. Il y a même un homme grenouille. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La laisser sur le quai? Ah non, ils se contentent de l'attacher à un anneau. Mais quelle opération spectaculaire! Oh là là, il y en a encore d'autres en perdition. La police fluviale aura beaucoup de travail aujourd'hui. Voilà, l'inondation est terminée. Notre voyage touche à sa fin, ou plutôt notre reportage, car le voyage aurait pu durer encore très longtemps. Nous n'avons pas montré le centième de ce qu'on peut voir sur la Seine. Je vous ai gardé pour la fin la rencontre avec un autre habitant de la Seine, célèbre celui-là, le chanteur Gilbert Bécaud, qui habite sur une péniche. Au revoir. Avec lui, nous allons admirer une dernière fois cette rivière, si ancienne et si jeune. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Nathalie. Давай, давай. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées, on a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et l'on a dansé. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment. À Paris, au printemps, sur les toits les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris.